Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal de la Rédaction. Voici les titres de ce vendredi 7 octobre. En tout début de journal, nous irons au Lesotho où se tient depuis ce lundi des élections législatives. Une monarchie constitutionnelle de 2,2 millions d'habitants dont le territoire est totalement enclavé à l'intérieur de l'Afrique du Sud et qui a souvent été confrontée à des turbulences politiques. Nouvelle catastrophe climatique au Nigeria où des pluies torrentielles ont ravagé des centaines d'hectares de plantations. C'est un véritable coup dur pour les populations car ces inondations vont aggraver la crise alimentaire qui touche déjà ces régions extrêmement pauvres. Enfin, politique en France, le gouvernement a présenté hier son plan de sobriété énergétique. Son objectif, réduire de 10% la consommation d'énergie de la France en 2 ans et dans l'intervalle faire que le pays passe l'hiver sans coupure de gaz ni d'électricité. Nous verrons au cours d'édition les réactions par rapport à ce plan. Mais partons tout d'abord pour le Lesotho, un petit royaume perché dans les montagnes d'Afrique australe où l'instabilité politique a chassé les chefs de gouvernement ces 10 dernières années, avant même la fin de leur mandat. Le Lesotho tient depuis lundi et encore jusqu'à aujourd'hui des élections législatives. Plus de détails avec Émeric Towegno. Comme cet homme, des milliers de Lesothans votent ce vendredi pour élire leurs députés. Un scrutin inédit, d'autant plus que ce petit royaume majoritairement rural et enclavé dans le territoire sud-africain a, depuis son indépendance, vécu des successions de crises politiques. Des coups d'État à répétition, des exils forcés ont émaillé la vie politique dans ce pays depuis 1966. Cette élection législative permettra à terme la désignation d'un nouveau Premier ministre. Nous attendons donc que le nouveau gouvernement qui pourrait arriver soit capable de regarder, de vraiment regarder et de prendre soin de notre peuple également. Plus d'une cinquantaine de partis sont en lice, mais le paysage politique du pays est dominé par 2 partis, la Convention de tous les Basotho et le Congrès démocratique. Aux dernières élections, aucune des 2 formations n'a remporté la majorité absolue et la monarchie constitutionnelle où le roi Leslie III n'a pas de pouvoir exécutif est dirigée depuis 10 ans par des gouvernements de coalition. L'actuel Premier ministre, Mwekesi Majoro, en poste seulement depuis 2020, ne brigue pas de mandat. Son successeur à l'issue de ces législatives pourrait être l'homme d'affaires Sam Matekane, considéré comme le plus riche du pays. Nous avons aidé tous ces gouvernements qui sont venus. Nous les aidions dans l'espoir que les choses changent. Mais elles n'ont jamais changé. Nous allions de plus en plus mal. C'est alors que nous avons réalisé que nous devions prendre le contrôle. Ce vendredi, quelques 1,5 million d'électeurs sont attendus aux urnes pour élire les 120 députés du Parlement. Les résultats définitifs ne devraient pas être annoncés avant la semaine prochaine. Je vous propose d'écouter les réactions de certains habitants du Lesotho et vous allez voir que le chômage et l'économie sont les préoccupations premières des électeurs. Demain, je voterai. Et je voterai pour un parti politique qui amènera définitivement le pays à la plus haute forme d'ordre et à la plus haute forme d'efficacité économique. Il est certain que nous avons un problème de chômage. C'est très sérieux, nous avons la corruption, notre économie est en baisse, donc nous espérons que le nouveau gouvernement qui va arriver va s'assurer que notre économie s'améliore pour que beaucoup de jeunes qui sont au chômage puissent être employés, qu'ils soient capables de créer des emplois par eux-mêmes, tout ce qui peut apporter de l'espoir à la jeunesse. Pour moi, c'est une perte de temps, parce que pendant ce temps, je pourrais faire beaucoup mieux. Plutôt que d'aller voter et d'aider les gens à obtenir des postes, puis après, ils ne font rien pour nous dans notre pays. Quand vous regardez autour de vous, beaucoup de gens sont au chômage, mais ils sont là, à se présenter en politique, sans arrêt. Pour vous dire la vérité, je n'ai jamais voté et je ne le ferai pas et je ne veux pas voter.
Parlons maintenant de la situation au Burkina Faso. Une annonce a été faite hier par l'état-major sur l'attaque de Gaskindé qui a fait 37 morts. Cette attaque a été l'un des événements déclencheurs du coup d'État du 30 septembre dernier. Depuis, les services de l'ambassade de France sont fermés jusqu'à nouvel ordre et le nouveau président, Ibrahim Traoré, a lancé un appel à l'aide à la CEDEAO pour aider les populations de Djibo. On fait le point sur la situation avec Mathieu Nicolas. Des véhicules renversés, calcinés ou d'épaisses fumées continuent de s'échapper des moteurs. Ces images amateurs ont été filmées le 27 septembre après une attaque djihadiste à Gaskindé, dans le nord du Burkina Faso, alors qu'un convoi de ravitaillement se rendait vers Djibo, ville sous blocus djihadiste. Les véhicules ont été attaqués. 37 personnes ont perdu la vie. J'ai eu peur, mais après c'est passé. Mais j'ai eu peur parce que j'ai eu beaucoup de mes collègues que je ne vois pas, il y a d'autres qui sont morts. Quelques jours plus tard, l'attaque est revendiquée par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JNIM. Les djihadistes se réjouissent même d'avoir provoqué, par cette attaque, l'exaspération des militaires burkinabés derrière le coup d'État vendredi dernier. Un coup économique qui a mené à un coup d'État militaire. Au Burkinabé et les localités assiégées, la seule solution est de revenir à Allah et suivre les enseignements de l'islam. Au gouvernement putschiste nouveau-né, si vous voulez la guerre, on est pour. Et plus que ça, si vous voulez la paix, cherchez-la par ses portes. Il faudra encore du temps pour comprendre le déroulé de l'attaque de Gaskindé. Des témoins racontent tout de même n'avoir pas bénéficié de la protection des forces de défense et de sécurité burkinabées. Ce qu'on a vu à un moment donné, c'était sauf qui peut. Voilà, ceux qui étaient censés nous sécuriser, bon, c'était des bandades, hein. Chacun se cherchait, bon, vraiment, on était sous couvert des militaires, mais si les militaires eux-mêmes s'enfuyaient, bon, donc il faudrait comprendre ça comme ça, c'est-à-dire que soit ils n'avaient pas le matériel adéquat pour nous sauver, bon, vraiment on se pose beaucoup de questions, voilà. L'embuscade du JNIM aurait mené au coup d'État de vendredi, une interruption de la transition qui a donné lieu à des actes de vandalisme et de saccage des locaux de l'Institut français et de l'ambassade de France dans le pays. Mercredi, l'ambassade de France a annoncé dans un communiqué que ses services restaient fermés jusqu'à nouvel ordre. Même si le calme est revenu à Ouagadougou, l'ambassade de France au Burkina a renouvelé ses conseils de grande prudence à l'endroit des Français vivant dans le pays. Le capitaine Ibrahim Traoré est donc le nouvel homme fort du Burkina Faso. Il a été nommé il y a 2 jours officiellement à la tête de l'État. On écoute les réactions des Burkinabés par rapport à cette nomination. On n'est pas encore arrivé au niveau des assises. C'est une bonne chose qu'il assume lui-même, en attendant que les assises puissent déterminer qui va continuer avec la transition. Il y a fort longtemps que le Burkina Faso vit du désordre, c'est-à-dire il n'y a pas la paix. Et sans la paix, rien ne va. Donc j'apprécie cela de sa part. Voilà. Mais tout ce que je lui souhaite, c'est de mettre les bonnes pratiques en place pour qu'il y ait un bon gouvernement dans notre pays. Comme c'est un jeune, il a besoin de conseil. Sans le conseil, ça ne peut pas aller. On souhaite qu'il n'a qu'à écouter les conseils pour prendre la route. Moi, je ne veux même pas que le gouvernement, que le capitaine Traoré respecte le calendrier du CEDEAO. Nous, on ne vit pas du calendrier de la CEDEAO. On ne veut pas la CEDEAO. La CEDEAO n'a jamais résolu un problème en Afrique. Nouveau drame en Guinée-Conakry. Depuis jeudi, on compte 8 morts dans l'éboulement d'une mine d'or artisanale en Haute-Guinée, à Norasoba, dans la préfecture de Siguiri. La gendarmerie et la police, en plus de la Croix-Rouge, sont toutes sur le terrain. Le média électronique africaguinée.com, qui a confirmé le bilan, a aussi évoqué 7 blessés dans l'éboulement. Les éboulements de mines artisanales sont récurrents dans cette région aurifère qui accueille des orpailleurs en provenance de toutes les contrées du pays.
Toujours en Guinée, mais dans un tout autre registre, le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, invité de Télé Sud, est revenu sur le récent coup d'État au Burkina Faso. Il estime que l'interruption de la transition burkinabé est la conséquence des mauvaises solutions appliquées aux crises qui secouent des pays comme le Burkina Faso ou le Mali. Je vous propose de l'écouter. C'est que la CEDEAO n'a pas apporté les bons remèdes. Et c'est ça qu'il faut éviter, de mettre des solutions standards à toutes les crises. Probablement, ce qui était sur la table ne répond pas aux besoins des Burkinabés. Les Burkina, comme le Mali, sont dans la reconquête de l'intégrité de leur territoire. D'abord, lorsque cette question sécuritaire, d'intégrité territoriale n'est pas réglée, comment peut-on parler de fin de transition ou de suite de transition? Parce qu'ils seront complètement. Donc, il faut à ces problèmes posés au peuple malien que la CEDEAO apporte des réponses. Et c'est Quel genre de réponses? Les réponses qui règlent les problèmes, qui génèrent ces crises-là, qui génèrent ces coups d'État. Parce que si on ne règle pas ça, on ne fera que différer les crises. Et il faut éviter ça. C'est pour ça que j'ai dit tantôt qu'il faut éviter des solutions standards pour tout le monde. La crise guinéenne, ce n'est pas la crise burkinabé. La crise burkinabé est différente de la crise malienne. Et il faut à chaque pays une solution qui tienne compte de ses spécificités. Manifestement, ce n'a pas été le cas. Et c'est pour ça qu'on assiste à cette répétition. Direction le Cameroun maintenant, où des réunions ont eu lieu avec le Tchad pour renforcer la sécurité nationale. Le dialogue entre le Cameroun et le Tchad a pris fin ce mercredi et les conclusions sont attendues pour samedi. En attendant, le président Mahamat Idriss Déby a signé un décret sur le réaménagement des autorités à la tête de certaines provinces pour renforcer la sécurité dans ce pays gangréné par le terrorisme. Mathieu Wamba et Cyril Nguijoy nous en disent plus. Avant de prendre officiellement la tête de la transition pour 2 ans, Mahamat Idriss Déby Itno a procédé mercredi à la faveur d'un décret présidentiel à des réaménagements à la tête de 5 provinces du pays. Des provinces sensibles à la tête desquelles des gouverneurs militaires ont été pour la plupart placés pour assurer une sécurité maximale, alors que le Tchad entame son nouveau processus de pacification. Ces changements brusques à la tête de ces provinces obéissent en quelque sorte à une logique sécuritaire, particulièrement pour les cas d'Iguera et pour les cas des moyens charis, parce que nous avons constaté ces derniers temps la persistance de conflits intercommunautaires et appelés aussi conflits éleveurs-agriculteurs à l'intérieur de ces deux provinces, des conflits qui mettent en difficulté la volonté de maintenir un climat social apaisé entre les populations, mais aussi qui entravent tous les efforts déployés par le gouvernement en matière de développement. Plusieurs groupes en armes continuent de menacer l'intégrité du Tchad, malgré l'avancée dans les négociations avec les groupes politico-militaires à Doha au Qatar en mars dernier. Les conflits intercommunautaires n'en sont pas en reste. Ces régions sont de très haute sensibilité et la maîtrise, d'autant plus qu'il y a des hommes en armes dans ces régions. Je crois que la riposte ne pouvait pas être autre que l'envoi des militaires à la tête de ces régions, d'abord pour mieux les contrôler, 2 pour mieux les discipliner, 3 pour mieux tenir le pouvoir de demain. Des pourparlers de Doha qui ont permis le retour de plusieurs chefs de guerre exilés en Afrique et en France. Une main tendue sincère du successeur temporaire du maréchal de fin Idriss Déby Itno à ses frères pour relancer le développement intégral du Tchad. Les populations ont le sentiment d'avoir participé à quelque chose d'important pour la nation. Je crois qu'ils vous laissent tout faire parce que vous les avez pris en compte. Et c'est ce qu'il a su faire. En attente des conclusions du dialogue national inclusif samedi, c'est un chef qui veut donner une toute autre orientation sécuritaire pour relancer le développement économique et social avant le retour à une vie constitutionnelle normale et stable dans 24 mois. Parlons maintenant du climat. Au Nigeria, des pluies records ont ravagé des plantations. En anéantissant les récoltes, ces inondations risquent d'aggraver la crise alimentaire qui touche ces régions extrêmement pauvres, déjà aux prises avec les retombées de la guerre en Ukraine qui ont fait exploser le prix des fertilisants et des produits alimentaires. Des milliers d'exploitations agricoles ont été ravagées cette année par les inondations monstres qui ont durement frappé l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Plus de détails avec Lorraine Mabou.
Ils sont près de 100 000 à quitter le nord du Nigeria à cause des inondations meurtrières, de fortes intempéries qui ont déjà coûté la vie à 300 personnes. Ces inondations ont provoqué d'importants dégâts matériels, notamment sur le plan agricole. Environ 140 000 hectares de terre ont été ravagés à la suite de ces pluies diluviennes. Adamou Garba, riziculteur nigérian, est l'une des nombreuses victimes. Nous avons subi d'énormes pertes parce que dans ce champ que vous voyez ici et dans d'autres parties où nous ne sommes pas allés, nous pouvions récolter au moins 200 sacs par saison. Et ce n'est qu'une estimation prudente. Mais avec la situation actuelle, nous ne sommes même pas sûrs de récolter un demi-sac. Selon l'agence Ecofin, les dommages causés par ces inondations sont estimés à près de 30 milliards de naira, l'équivalent de 69 millions de dollars dans toute la région nord-est du pays, y compris aussi les États d'Adamawa, Bauchi, Borno et Gombe. Les principales cultures affectées sont entre autres le riz, le sésame, l'arachide et la canne à sucre. Ce champ est devenu complètement stérile. Après les pluies, le riz a été détruit et une autre catastrophe s'est produite. Le pont a été emporté par les inondations. Du sable et du bitume brisé recouvrent tout le champ. Maintenant, nous n'avons même plus de terrain pour planter. Une situation qui freine l'éclosion du secteur agricole du pays, alors que ce secteur contribue à hauteur de 23% du PIB. Pour remonter la pente, les sinistrés appellent à l'aide. Nous appelons le gouvernement et les agences internationales à nous aider. Nous appelons tous ceux qui peuvent aider à faire preuve de compassion et à nous venir en aide, car nous avons vraiment besoin d'aide. En proie à des inondations massives, le Nigeria a décidé d'intensifier ses actions pour lutter contre la crise climatique. Les victimes des récentes inondations affirment que les pluies n'ont jamais été aussi destructrices. Place maintenant au reste de l'actualité internationale, commentée aujourd'hui par Valentine Exantus. C'est parti. En Haïti, ce jeudi, l'ONU a mis en garde contre un risque d'explosion des cas de choléra. Une potentielle nouvelle crise qui viendrait s'ajouter à l'insécurité et l'instabilité politique du pays. Introduite par les casques bleus en 2010, l'épidémie de choléra avait sévi jusqu'en 2019, faisant plus de 10 000 morts. Actuellement, 11 cas de contamination ont été confirmés et plus de 111 sont suspectés dans la capitale Port-au-Prince. Mais au vu de la situation du pays, faute de carburant, dont l'acheminement est bloqué par les gangs depuis la mi-septembre, les hôpitaux ne fonctionnent plus et l'ONU craint une explosion des cas de choléra dans le pays. Cette semaine, les premières inspections menées par les autorités suédoises sur le site des fuites des gazoducs Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique ont renforcé les soupçons naissants de sabotage. Le parquet suédois chargé de l'enquête a révélé jeudi que ce sont les détonations constatées près de Nord Stream 1 et 2 qui renforcent la piste d'un acte délibéré. Le responsable des fuites de méthane provoquées par 2 explosions le 26 septembre reste méconnu, mais les regards se tournent vers la Russie qui, elle, rejette la faute sur les États-Unis. Le président américain Joe Biden a mis en garde jeudi contre un risque d'apocalypse nucléaire pour la première fois depuis la guerre froide avec la crise des missiles cubains. Déclaration faite en raison de la menace russe d'employer cette arme de destruction massive. Le 21 septembre, le président Vladimir Poutine s'est dit prêt à utiliser tous les moyens dans son arsenal face à l'Occident qu'il accuse de vouloir détruire la Russie. Selon le chef de l'État américain, son homologue russe est confronté à une résistance ukrainienne tenace et il pourrait potentiellement user d'armes nucléaires tactiques, biologiques ou chimiques. Place maintenant à l'actualité politique en France et parlons de la crise énergétique. Le plan de sobriété énergétique a été annoncé par le gouvernement hier. Après la Belgique et le Portugal, la France devient le 3e pays européen à annoncer avoir ses stockages de gaz remplis à 100%. Et c'est une très bonne nouvelle dans la perspective d'un hiver que la guerre en Ukraine rend compliqué. Malgré tout, des experts s'inquiètent du manque de contraintes concrètes prévues dans ce plan. On fait le point donc sur le plan énergétique français avec Mathieu Nicolas. Baisser la température, limiter l'éclairage dans les bâtiments et lieux publics, privilégier le covoiturage ou encore renforcer le télétravail, l'exécutif a présenté jeudi son plan de sobriété énergétique. Une feuille de route qui est censée permettre à la France de passer l'hiver sans coupure d'électricité et baisser par la même occasion
de 10% sa consommation d'énergie d'ici 2 ans. Pour mener à bien son projet, l'exécutif dit miser sur la responsabilité collective et non sur la contrainte. La baisse de la consommation d'énergie doit s'inscrire dans le temps long. Ça n'est pas un effet de mode le temps d'un hiver, c'est une nouvelle manière de penser et d'agir. Ça n'est pas une question de principe ou d'idéologie, il en va de notre transition écologique, il en va de notre souveraineté, il en va de notre pouvoir d'achat. Les mesures principales incluent l'appel à moins chauffer et moins éclairer, l'encouragement au télétravail dans les administrations ou encore l'incitation financière au covoiturage. Et tout le monde devra y mettre du sien, des services publics aux entreprises, en passant par le sport, le logement et les transports. Le plan doit dans l'immédiat permettre d'affronter l'hiver dans un contexte de vigilance énergétique renforcée. L'EDF produit moins d'électricité qu'auparavant en raison de réacteurs nucléaires à l'arrêt, mais aussi de la baisse de la fourniture du gaz russe à l'Europe. Ce projet baptisé Plan de sobriété énergétique est tout de même critiqué par les acteurs socio-politiques de tous bords. C'est le cas de Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne. On vit une période surréaliste. Les Français n'ont pas attendu les ordres du gouvernement pour être sobres. Parce que, vu les prix, je peux vous dire que nos compatriotes, ils font attention et depuis longtemps. Ce sont que ceux qui ne payent pas leur électricité ou les gestionnaires de bâtiments publics peut-être. Mais en revanche, je peux vous dire que c'est se tromper sur les Français. Alice Coffin, conseillère de Paris, ne voit rien dans le plan de sobriété énergétique du gouvernement qui fera reculer la dépendance des Français à l'énergie. La dépendance, ça fait des décennies qu'elle est créée, ça fait des décennies qu'on met de nombreux Français et Françaises en situation de dépendance complète par rapport à l'énergie justement. Et dans le plan qui est annoncé, moi je vois rien qui puisse faire reculer cette dépendance-là. C'est-à-dire que je ne vois pas d'investissement, par exemple, sur des petites lignes, des lignes ferroviaires à court trajet. Je ne vois pas un ensemble de mesures qui changeraient le cadre. Chez les spécialistes énergétiques, les avis sont parfois plus nuancés. D'un côté, le plan est salué sur plusieurs points, notamment la volonté de l'exécutif d'embarquer tous les secteurs de l'économie et de la société dans le plan. De l'autre, beaucoup regrettent le peu de contraintes que comporte le plan, comme le manque de suivi des résultats d'économie d'énergie des entreprises, ou même le fait que ce plan n'impose des mesures qu'aux administrations publiques. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Chaque geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale. Et on termine avec le prix Nobel de la paix qui a été attribué ce vendredi à Ales Bialatsky et 2 ONG. Alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky était cité comme un potentiel lauréat, eh bien, ce sont un opposant politique et 2 ONG qui ont finalement été récompensés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Sud.